Je remercie l'école et de la Réunion de m'avoir invité à faire cette conférence. Malheureusement, je n'ai pas pu la faire en vrai, mais voilà, j'espère que je prendrai quand même du plaisir à voir visio. Euh, alors, la conférence s'appelle Walk on the White Side, donc la chanson de Lou Reed. C'est parce que peut-être que ma manière de pratiquer l'architecture et l'enseignement aussi, j'y viendrai un court instant, se place un peu dans les marges. Et cette citation que je mets de l'écrivain autrichien Robert Musil, j'écris parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais comprendre mieux. Je l'applique à l'architecte, en tout cas à l'architecte que je suis. Je suis architecte parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais comprendre mieux. C'est-à-dire faire de l'architecture est aussi une manière de mieux comprendre mon propre travail, mes propres recherches. Puisque Magali Munier est à l'initiative de cette invitation, je commence juste par deux petites souvenirs de Strasbourg où j'ai rencontré, où j'enseignais à l'époque et j'avais rencontré Magali Munier pour montrer le type d'exercice que j'y pratiquais. Alors, il y avait un exercice qui s'appelait le même ailleurs. Ici, on voit Brigitte Bardot sur le toit de la Villa Malaparte dans le film de Godard. Et voilà la Villa Malaparte à Capri. Et l'exercice, c'était de dire une famille strasbourgeoise à l'époque qui habite en plein centre de Strasbourg, une ville, le cœur est assez dense, visite cette villa et revient à Strasbourg. Elle possède une parcelle, une dent creuse à Strasbourg, donc en plein milieu bâti, et elle dit à son architecte, Monsieur l'architecte, j'ai vu une maison extraordinaire, je veux la même. Alors que se passe-t-il quand effectivement les conditions sont tout à fait différentes, puisqu'on est dans une dent creuse, on est en milieu urbain, et il y a plus la mer, la Méditerranée ici, mais ça pose la question qui m'intéresse beaucoup dans la question de l'enseignement, c'est quelle est l'essentialité d'un projet. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire la même ailleurs ou le même ailleurs? C'est de dire, mais finalement, est-ce que dans cette villa Malaparte, c'est l'horizon? Et dans ce cas-là, à Strasbourg, ça devient peut-être le ciel, le clocher de la cathédrale. Est-ce que ça devient la solitude, une maison isolée? Est-ce que ça devient on pourrait dire, l'enfermement? Voilà, il y a toute une série de choses qui peut-être peuvent être réinterprétées et fabriquer ce même ailleurs dans des conditions absolument différentes. Une autre euh, exercice que je donnais, c'est les couples électriques. Les couples électriques, c'est ce que définit un écrivain de Barcelone, Vila Matas, comme étant un couple de deux personnes qui, en tant qu'individus, n'ont rien d'extraordinaire. L'exemple, c'est prend Laurel et Hardy dans le cinéma, mais on pourrait dire Astérix et Obélix, par exemple. En soi, ils n'ont rien d'extraordinaire, mais en les mettant ensemble, ça devient explosif. Et tout à coup, il se passe quelque chose. Et je me suis toujours demandé si la notion de couple électrique existait en architecture. Et je me suis toujours référé à cette villa, une des premières villas de Le Corbusier, sur le bord du lac Léman, euh, qui était une maison, petite maison, la petite maison d'ailleurs, elle s'appelle, qu'il a construit pour ses parents. La mère était pianiste, le père était horloger. Et on est donc dans une maison où l'un a besoin de concentration et de silence, et l'autre fait de la musique et a besoin, et donc est enveloppé par les sons. Et tout à coup, il y a une forme de contradiction, et comment cette contradiction peut devenir le moteur même du projet que l'on fait. Et donc, moi, j'ai demandé aux étudiants de choisir deux personnages, dans un premier temps, deux personnages pour lesquels il fallait projeter une maison. Et puis, je donnais des règles qui étaient une maison tout en longueur et autres, sans ouverture sur le côté, donc qu'on pouvait assembler de cette manière-là. Mais une fois, alors il y avait tous les couples qu'on pouvait inventer. Il y avait Marilyn Monroe avec un boxeur, il y avait un cycliste avec quelqu'un d'autre. Et autres. Voilà, c'était toujours assez paradoxal comme rencontre inventée par les étudiants, parce que les étudiants ont toujours finalement beaucoup plus d'imagination que les enseignants. Et une fois que cette première étape était faite, je donnais un vrai programme architectural, c'est-à-dire les mêmes règles que les étudiants avaient établies dans le rapport entre les deux personnages dans la maison.
lorsque ça s'adressait à un programme architectural, et par exemple ici c'est une piscine communale et une caserne de pompiers, qu'est-ce que ça pouvait devenir? Et donc effectivement, quel était ce rapport, un rapport d'indifférence, un rapport de fraternité ou un rapport de conflit. Enfin voilà, ça pouvait venir tout ce. Voilà. Je donne juste ces exemples-là pour montrer qu'effectivement, dans l'enseignement, ce qui m'intéressait, c'était de pousser peut-être les étudiants à aller à des projets d'une certaine radicalité qui finissaient par être obligés finalement à inventer quelque chose qui tirait les concepts de l'architecture le plus loin possible. J'en viens peut-être maintenant au projet. Euh, voilà. Et j'ai toujours été intéressé par cette photo qui... attendez, je vais réduire les images. Voilà. À cette photo en Sicile de ce jeune homme qui porte une valise. Et je me suis dit, mais finalement, que portent les architectes dans leur valise? D'une certaine manière, c'est peut-être leur maison qu'ils portent dans cette valise. Et c'est un ancien projet, un tout petit projet, dans lequel j'ai imaginé qu'est-ce que ça devient si cette maison devient une maison. Et donc, elle s'ouvre, une maison valise, dans laquelle on trouve tous les usages nécessaires. La place du corps, quand elle s'ouvre, une chaise. La protection, il y a un masque qui peut descendre. Il y a des casiers dans lesquels on peut ranger ses esquisses, ses bouteilles, son courrier, toutes ces choses et autres. Et il y a même un trou dans le dos qu'on peut voir ici, avec une main qui passe et qu'on peut avoir, comme on le voit sur cette image, un instant de plaisir parce qu'on vient quelqu'un caresser dans le dos. Et, voilà. Et pour moi, c'était une manière peut-être de s'intriguer. Quelle est s'interroger sur une forme d'habitat minimal qu'on pourrait réduire dans une valise, mais un habitat digne, c'est-à-dire pas simplement où on fourre tout ce que l'on veut, mais dans lequel qu'est-ce qu'on transporte. Et pour moi, c'est un peu que transportent les architectes dans leurs valises, et peut-être c'est un peu ce que je vais vous montrer ce soir. Alors, je vais commencer par un projet, entre guillemets, réaliste, qui s'est vraiment réalisé, qui est à Lausanne. Lausanne, que j'ai fait avec Bernard Tchoumi, qui est cette ville donc sur les bords du lac Léman en Suisse, avec cette cathédrale en face de la Savoie, et qui est une ville très en pente, c'est-à-dire entre le niveau bas au niveau du lac et le haut de la ville, il y a à peu près 400 mètres de différence d'altitude, peut-être un peu comme à Saint-Denis chez vous. Et cette question, voilà le plan. Ici, il y a la cathédrale que vous venez de voir. Ici, il y a le lac. Il y a la cathédrale que vous venez de voir. Et la vallée du Flon, là où a lieu le projet, c'est ce territoire ici. Ici, il y a la gare centrale. Peut-être un plan peut-être plus expressif, c'est un plan topographique. On voit la cathédrale, la gare centrale, le lac et deux rivières qui tournent autour de la colline de la cathédrale et qui vont ici, qui traversent le Flon, donc ça devient la vallée du Flon, puis après qui continue vers le lac. Et cette vallée du Flon, donc c'est un creux dans une ville qui elle-même est en pente. Et elle a eu disons, une histoire assez particulière, dans le sens que au 19e siècle, on a construit ce pont qui s'appelle le Grand Pont, 1850, sur deux arches. On voit la cathédrale dans le fond. Et c'était une vallée, donc il y avait la rivière au fond, tout à fait verdoyante. Et elle a été, quelques temps plus tard, vers 1870, elle a été remblayée. On voit, on a fait disparaître un niveau d'arche et on a commencé à construire des entrepôts. C'est devenu donc une zone, on pourrait dire, artisanale et industrielle au milieu de la ville. Mais pour faire ce remblaiement, on a construit un funiculaire dont la gare est ici, qui allait, et on voit le tracé du funiculaire ici, voilà, qui passe sous la gare centrale et qui arrive ici. Euh, qui est un fait nucléaire parce qu'on est allé chercher les matériaux, le sable et autres, tout ça, et la terre, le sable, pour
remblayer cette vallée, qui a obtenu donc un terrain plat dans une ville qui est partout ailleurs en pente. C'est un peu le paradoxe. Et c'est parce qu'il était plat que se sont installés des entrepôts industriels avec des voies ferrées qui permettaient de livrer et, et avec le temps, voilà, 100 ans plus tard, ce qu'elle est devenue, c'est devenu un pont routier beaucoup plus minéralisé. Donc la vallée du Flon, ici on a la tête ici, donc la vallée du Flon elle est ici, et ça c'est la tête, et on a construit cette passerelle qui était provisoire et qui a duré 30 ans. Elle devait durer 2 ans à l'origine. Et voilà quelques images, donc le Grand Pont en 1900, le Grand Pont en 1964. Vous voyez, entre-temps, on a construit cette tour qui est la tour la plus haute de Lausanne, qui s'appelle la tour Bel Air. Et puis, 1990, le paysage n'a pas beaucoup changé. C'est plus ou moins à l'époque où a été posée une question. On a cette vallée du Flon qui est ici. La tour que vous voyez, elle est là. La passerelle, elle est ici. Et on voit toutes ces séries d'entrepôts, dont certains sont des bâtiments très intéressants parce que c'est les premières constructions en béton. D'autres, c'est des entrepôts sans grand intérêt, mais dans lequel il y a une limite de hauteur, parce que pour que la vue depuis le Grand Pont qui est ici, ça c'est les collines du Jura ou les montagnes du Jura, ben pour que la vue soit respectée. Donc il y avait comme un tabou, il était de ne jamais dépasser cette limite. À Lausanne, donc, à travers ces vallées, il y a d'autres ponts. Il y a ce pont-là qui est beaucoup plus long, le pont Bessières. Il y a un autre pont plus bas qui termine un peu cette vallée, le territoire du projet, qui, on voit, commence à être habité. Et cette question-là nous a intéressés, parce que la question du pont habité a peut-être été la base de notre projet qu'on proposera, que vous verrez tout de suite. Alors, il y a des références imaginaires comme dans le film de Fritz Lang, Metropolis, où on voit ces ponts à tous les niveaux. Voilà. C'est un peu notre image de Lausanne qui a cette spatialité extrêmement tridimensionnelle, mais les ponts habités connus comme le Ponte Vecchio à Florence en Italie ou à Paris, il y a eu des ponts habités, des projets de ponts à New York qui n'ont pas été réalisés, à Londres, enfin voilà, il y a eu la question du pont habité a beaucoup travaillé les architectes. Et avec Bernard Tchoumi, nous venions de terminer à cette époque-là, donc à la fin des années 1980, le parc de la Villette, où il y avait la question de la répétition, de la série et de la répétition. Et pour nous, ça a été un peu une question, alors revoilà le lieu. Il y a eu un concours international pour dire qu'est-ce qu'on peut faire de cette vallée qui est en centre-ville, qui a un statut même réglementaire de zone industrielle, et la ville disait, mais on pourrait changer le statut pour en faire vraiment un morceau de centre-ville. On est au plus proche du centre-ville de la ville de Lausanne. Et peut-être que d'avoir des lieux industriels en centre-ville n'est plus adapté à cette époque. Il faudrait peut-être changer et changer les lieux et faire un projet qui va vers cela. Il y a donc eu un projet avec. Alors, une des paradoxes de ce lieu, c'est qu'il appartenait à peu près à 70 ou 80% à des privés. Et c'est la ville de Lausanne qui proposait de faire un concours. Donc, il y avait risque de conflit. On verra que ce risque de conflit sera peut-être déterminant dans l'avenir du projet que l'on a proposé. Mais il y avait une seule contrainte, c'est qu'à cet endroit-là devait se trouver une future station de train souterraine et de métro. Mais pour le reste, le programme était tout à fait libre. Nous, on a proposé ce projet qui s'appelait Pontville, où ce qui nous intéressait, c'était de travailler dans les trois directions de la vallée. Dans la direction longitudinale, dans le sens de la rivière, et c'était de dégager un peu les espaces et de faire un grand espace, un grand parc, mais tout en conservant des activités dans la partie nord du parc. Vous voyez ici à la tour. Hein. Dans le sens transversal, dans la continuité des rues qui venaient de la ville, de permettre la traversée de la vallée, mais aussi dans le sens vertical, c'est-à-dire faire des ponts qui étaient ce que nous on appelait des carrefours à étages. C'est-à-dire ça permettait de connecter cette vallée, le fond de la vallée, qui était détaché de la ville, ça permettait de la connecter avec le reste de la ville.
Ici, on voit un peu les planches de concours et on se permettait même de poser sur les ponts des bâtiments. Donc, on luttait contre le tabou existant de ne pas dépasser la limite en hauteur du projet. On a été les lauréats. On a été le lauréat, on a fait beaucoup d'études et notamment euh, beaucoup de gens disaient mais les ponts c'est pas rentable, c'est pas assez de surface construite, ça marche pas et autres. Et donc on nous a demandé de faire une étude pour développer un des ponts, qu'on appelait le métro-pont, qui est le pont qui se trouvait en tête, là où devait se trouver la future gare. Et c'est ce projet-là que l'on a fait, alors avec un grand escalier escalator qui permettait, la gare est souterraine, permettait de rejoindre le niveau haut du grand pont où il y a d'autres transports publics, notamment les trolleybus ou les bus qui passent par là. Et puis qui avaient toutes des surfaces commerciales à l'intérieur de ces grosses poutres qui étaient. Il ne faut pas oublier que dessous, il y a toujours une rivière qui était autre et qui posait des problèmes aussi structurels. Voilà l'image un peu genre Noël, qui permettait, quand on descendait de ce grand escalator dans cette boîte de verre qu'on appelait donc la glass box. Une des craintes de la population lausannoise, c'est que notre projet euh, fasse que l'on détruise du jour au lendemain tout ce qui existait. Or, il y avait des bâtiments intéressants et autres, et nous, c'était bien clair que c'est un projet qui devait se dérouler sur un certain nombre d'années. Et qui se fabriquait peu à peu. Donc, on voyait ici, on a fait des photomontages, on était encore dans l'époque des photomontages et pas de Photoshop, où on voit qu'on installait en priorité la gare et qu'on travaillait ici où il y avait des entrepôts qui n'avaient aucun intérêt, alors que certains bâtiments comme celui-ci sont des bâtiments intéressants. Puis, quelques années plus tard, on mettait un deuxième pont, puis un peu plus de bâtiments construits, pour arriver en 2035 à l'installation complète du projet, avec ce grand parc qui se développait ici, qui était la continuité d'une zone verte qui existait sur ce côté-ci. Sachant que ça, c'est le côté sud, donc toute cette façade-là était très éclairée par le soleil. Euh, il y a eu des disputes politiques, il faut dire, puisque la municipalité de Lausanne était à gauche et que la société propriétaire des terrains était plutôt à droite. Donc, ils ne se sont jamais mis d'accord, ils n'ont pas été d'accord sur faire passer le projet qui a dû être voté et autres. Et donc, en fait, le projet a été refusé, non pas parce que le projet ne convenait pas ou ne répondait pas à la demande, mais parce qu'il correspondait plutôt à des désaccords politiques. Voilà. Donc, toutes les études se sont arrêtées au bout de 6 ou 7 ans d'études, mais on nous a confié, donc en fait, le statut de zone industrielle a continué, et on ne pouvait rien faire, construire d'autre chose que des bâtiments liés à l'industrie ou à l'artisanat. Les choses, après, en 30 ans, ont quand même changé et les choses ont un peu évolué. Mais on nous a confié quand même le projet de construire la gare souterraine. Et la question était celle-ci. Donc ici, vous avez le lac, là en jaune, vous avez la vallée du Flon, ici la gare centrale, et il y avait un chemin de fer qui arrivait et qui s'arrêtait ici. Et il fallait l'amener jusqu'à la vallée du Flon pour qu'on puisse, à travers le métro, le funiculaire qui existe, être lié directement à la gare centrale de Lausanne. Et dans un deuxième temps, de transformer le funiculaire en métro pour aller dans le haut de la ville, là où il y avait l'autoroute et donc des parkings d'échange et autres. Et on nous a demandé de faire des études, même si les deux opérations étaient distinctes, de faire l'opération de faire les études pour comment on pouvait installer ces infrastructures de transport à la vallée du Flon. Et en fait, il s'agissait de faire ça. Donc, ça, c'est un peu la situation que nous trouvions. Le funiculaire qui arrivait là, en haut du pont, grand pont, les transports publics, et ça, c'était la gare existante. Il s'agissait de faire arriver cette ligne verte en souterrain et sans rien toucher au funiculaire, mais de multiplier les circulations obliques ou verticales. Et dans un deuxième temps, avec le métro, d'abaisser le funiculaire qui devenait métro et qui pouvait partir vers le nord de la ville, avec toujours augmentation des surfaces, des éléments verticaux ou obliques. Ce qui nous intéressait, c'est que comme les deux projets, gare, train
et métro étaient distincts, c'est qu'il fallait imaginer une gare qui avait une valeur euh, dans tous les cas, même si la deuxième partie ne se réalisait pas, qu'elle était quand même, euh, on pourrait dire, achevée du point de vue architectural. Et on voit un peu cette image qui est une photo de Jean-Baptiste Mondino, photo de mode, où on peut dire, si on prend certains éléments de ces photos séparés, elles forment déjà un ensemble, mais c'est évidemment quand elle est complète qu'elle forme l'ensemble complet. Mais chacun des fragments a une valeur esthétique, on pourrait dire. D'autre part, ce qui nous intéressait, et là on a fait référence au chorégraphe Schlemmer de la période du Bauhaus en Allemagne, c'est que c'était le mouvement. On était dans des infrastructures de mouvement, que ce soit horizontal avec le chemin de fer, que ce soit oblique ou vertical avec les utilisateurs de ces infrastructures de transport. Et donc, ce, 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 ce chorégraphe Schlemmer, il travaillait, ou cet artiste Schlemmer, il travaillait beaucoup avec la question du mouvement à travers, bon, ici c'est une image un peu synthétique, mais voilà, il dessinait par exemple des chorégraphies et qui en devenaient pratiquement des plans d'architecture. Et ça nous intéressait. Et aussi une troisième image, cet artiste qui s'appelle Philippe Ramette, qui met toujours son corps dans des situations, on pourrait dire, surprenantes. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas qui est vertical et qui est horizontal. Parce qu'en fait, il se fait photographier en tant qu'élément vertical sur un garde-corps et en fait, le sol, il est ici et les toits sont ici. Cet déséquilibre du corps dans l'espace nous intéressait. Et donc, en fait, nous avons travaillé sur l'idée qu'il y avait trois corps. Il y avait un corps souterrain, puisqu'il y avait la gare souterraine. Il y avait un corps au niveau de la vallée du Flon et il y avait un corps aérien qui était en haut pour rejoindre le grand pont et ce qui se passait en haut. Et d'autre part, de faire en sorte que tout ce qui se passait en termes de mouvement fabriquait l'architecture de cette gare. Il fallait toujours, pour nous, travailler dans les trois directions de l'espace, la transversalité, et pour ça on a proposé une nouvelle passerelle, la verticalité, avec un ascenseur et autres, et dans le sens longitudinal, dans le sens que tous les départs des escaliers, des escalators et des ascenseurs se situaient sur cette voie qui allait dans le quartier, qui était le quartier ancien, et qui allait et passait sous le grand pont. Et voilà les esquisses. Il y avait encore une question de gérer la circulation automobile, mais le grand pont avec les bus, la nouvelle passerelle, ça c'est une maquette, et cet escalier de verre, mais qui ne s'est pas fait, hélas. Mais euh, c'est un peu ça qui nous intéressait, c'était le jeu des superpositions, comme on le voit dans cette image, où il y a le paquebot, le pont automobile, le zeppelin, et tout ça, au même moment, se superpose dans la même image, et c'est un peu ces images-là qui nous intéressaient, où en bas, on voulait que la gare soit un espace visible de l'extérieur et non pas une gare souterraine, avec un jardin qu'on verra après planté de cerisiers. Mais on voit le train ici, on voit les piétons sur la nouvelle passerelle, on voit dans le fond les bus et les trolleybus, et on voit ici autour les voitures et autres. Voilà, et cette cage d'escalier transparente. Et donc, tout était visible en tant que superposition urbaine dans cette topographie lausannoise qui est presque une topographie futuriste ou cubiste, où tout s'entremêle et tout se transforme et où les plans vus depuis en haut sont toujours très importants. Cette gare, elle a été donc construite, comme vous le voyez, puis après s'est posée la question de la deuxième phase, c'est-à-dire pour le métro. Donc, de continuer cette ligne avec un nouveau système de transport. Alors, ce qui nous intéressait, c'était sur cette place, ne pas arriver avec un nouveau bâtiment, parce qu'il y avait déjà le bâtiment en verre que vous avez pu voir dans l'image précédente, mais c'était de faire en sorte qu'on reste dans l'idée de topographie à la lausannoise, et comme c'est un bâtiment qu'on aurait vu voir depuis le haut, que la surface, la cinquième façade devenait très importante. Donc ça, c'est un peu des esquisses qui montrent l'esprit du projet, c'est-à-dire de travailler avec des soulèvements et notamment travailler ici avec un bâtiment qui faisait qu'on descendait
Et en descendant, donc ça c'est le train, ça c'est le métro, on voyait le jardin existant avec les cerisiers. Et ça nous paraissait important et qu'on soit, alors voilà, perspective, une 3D de travail. Ici, il y a la nouvelle passerelle qu'on a construite dans la première phase avec l'ascenseur et la boîte de verre, le jardin qu'on voit ici, et puis de continuer ce principe de jardin, donc un jardin en creux et un jardin en l'air. Sachant que depuis le grand pont de toutes les surfaces lausannoises, il y a une vue toujours sur les toitures et que cette cinquième façade, elle est extrêmement importante. Et voilà le bâtiment qui a été construit, qui est arrivé 10 ans après la première phase, où l'on voit de nouveau ce principe où on descend ici, on traverse, le métro est ici, et le train est ici, et on continue ici vers le deuxième jardin. Voilà, on descend dans le métro et on se retrouve avec le jardin en face. La question de la lumière naturelle, pour nous, elle était extrêmement importante. Et puis, comme Lausanne est une ville en pente, le bas appartient toujours à la ville. Donc, on a voulu que les quais, d'une certaine manière, appartiennent à la ville. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur ces questions de lumière naturelle, de faire descendre la lumière naturelle jusque sur le niveau des quais. Et ça, c'est le bâtiment on a appelé la pliure, c'est un bâtiment plié. On voit la passerelle, on voit le bâtiment de verre et ici les pliures, qu'on voit à travers les arches du grand pont historique du 19e siècle. Deuxième projet, le zoo des architectes. Tout autre chose, tout petit projet, une performance qui a duré quelques temps, a été fait 2 fois, où je m'interrogeais je voulais qu'on s'interroge sur le rôle de l'architecte. Et donc, j'avais fait construire 3 cages, on pourrait dire, dans lequel il y avait chaque fois un architecte. Et voilà, on voit un peu la disposition dans une salle. C'était dans le cadre d'un festival. On pouvait, euh, on pouvait arriver, les gens attendaient, et puis après ils étaient appelés, et puis ils allaient dans une des cages, ou dans une, il y avait la cage du docteur, il y avait la cage du prisonnier, l'architecte docteur, l'architecte prisonnier et l'architecte confesseur. Et l'idée était que le public qui arrivait décrivait à l'architecte un espace qu'il rêvait, qu'il aimerait bien voir construire. Mais l'architecte avait un peu, comme dans les fables, avait perdu l'usage de la parole. Et donc, il ne pouvait répondre que par le dessin. Et donc, l'architecte lui faisait, ça c'est le prisonnier, l'architecte, c'est l'entrée de la cage du prisonnier en forme de clé, euh, la cage du docteur en forme de corps humain et la cage du confesseur en forme de croix. Et le public qui attendait, il arrivait avec un masque. Et en fait, il n'enlevait le masque que lorsqu'il arrivait en discussion avec l'architecte. Et ici, on me voit en train de dessiner avec quelqu'un. Et donc, ça a duré quelques jours. Et je n'étais pas seul, puisqu'il y avait 3 cages, il y avait 3 architectes, 3 jeunes, enfin 2 jeunes architectes et moi. Et en fait, on produisait, et le but c'était évidemment de faire comprendre que par rapport à la demande, eh ben, on pouvait aller plus loin. Que l'architecture, c'était chaque fois une remise en cause de certaines certitudes, que certaines descriptions qui étaient faites, parce que les gens arrivaient avec des choses très terre à terre, et dire, ben non, on va aller plus loin, montrer qu'on peut aller plus loin que la première idée, et on essaye de prouver ça. Puis après, ce qui se passait, c'est qu'une fois qu'on avait fait un dessin, le visiteur partait avec ce dessin, il recevait l'original, mais avant de partir, il le photocopiait et on le suspendait à des cordes à linge. Et donc, à la fin, il y avait 150 projets qui étaient mis là, qui formaient un peu un territoire des envies et qui montraient peut-être certaines contradictions. Parce qu'on disait, mais finalement, tous ces gens qui viennent, ils ont envie d'une piscine. Mais si tout le monde construit sa propre piscine, où est la durabilité de notre société? On était en 2005-2007, hein, donc ces questions se posaient déjà. Si tout le monde veut son espace privatif et autres, quel est le rapport à l'autre? Et voilà. Et donc, toutes ces questions se posaient un peu à travers cet amoncellement de phrases et nous questionnaient le public, mais nous questionnaient nous aussi en tant qu'architecte, en tant que professionnel. Une baleine s'est échouée en gare de Lausanne. Un souvenir d'enfance d'un autre projet que je vous montre. Euh, Quand j'étais enfant,
enfin enfant ou jeune, voilà, enfant, j'habitais dans une petite ville au pied des Alpes, en Suisse. Euh, et il y avait une baleine qui avait été empaillée, qui est celle-ci, qu'on avait vue, qui était arrivée en gare de Lausanne, mais qui après avait été mise sur un camion et qui faisait un peu le tour de la Suisse. Et on allait le visiter, il était arrivé dans la petite ville où j'habitais, qui était au pied des montagnes, et c'était assez étrange de voir cette baleine circuler sur des routes de montagne. C'était un peu un paradoxe. Photoshop n'existait pas, hein. Et donc, on allait voir ça, on découvrait la masse d'une baleine qui n'avait rien à faire à cet endroit-là et autres. On était époustouflés par ce rapport-là. Et je me suis rendu compte que quand j'ai voyagé, j'habitais quelques années à New York, j'ai rencontré des compatriotes suisses, donc et puis français qui habitaient, et suisses surtout, parce que ça se passait en Suisse. Et il y avait ceux qui avaient vu la baleine et ceux qui n'avaient pas vu la baleine, des gens qui avaient à peu près mon âge ou qui étaient plus jeunes. Les gens qui avaient à peu près mon âge, ils avaient vu la baleine. Et donc, tout d'un coup, on avait l'impression de faire partie d'un club, le club de ceux qui avaient vu la baleine. Et ça donnait quelque chose de précieux à se souvenir. Et moi, donc, à un moment donné, un jour, il y a eu un projet pour un musée d'ethnographie, un concours pour un musée d'ethnographie à Genève. Et je me suis souvenu de, ce, de, ce, de cette baleine dans les Alpes. Et je me suis dit, mais finalement, et j'ai construit le projet qui a pris pour titre L'envers de la baleine. euh, j'ai construit ce projet complètement à travers ce souvenir. Je me suis dit, mais finalement, ce qui est intéressant, c'est non pas d'aller dans le musée, mais de faire que le musée vienne à vous. Et donc, on va faire qu'à Genève, il y ait les stocks, les magasins, c'est là qu'on va stocker tous les matériaux, mais on va mettre ce qu'on a envie d'exposer sur des camions qui vont se promener de ville en ville, et c'est un peu l'image ici. Et ce camion, enfin, voilà, les images, elles sont un peu dans le désordre. Voilà, on le voit ici. Ce camion ici, il a le matériel exposé, il s'ouvre et quand il s'ouvre, il y a un gonflable un peu en forme de baleine et autres qui sort et qui donne ceci et que l'on peut voir. Et donc ici à Genève, il y a le stock avec un robot dessus qui range le matériel dans le stockage et autres. Et peut-être qu'on voit mieux ici, voilà le stockage, on voit le robot et autres. Et donc il y a tout un parcours à travers la Suisse. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'évidemment, là on entre évidemment dans la fiction et peut-être dans quelque chose qui n'est pas très accepté par les gens qui s'occupent de la muséographie et des musées d'ethnographie, c'est qu'évidemment ces pièces qui sont sur des camions finissent un peu par s'abîmer et peut-être même finir par disparaître. Mais moi j'étais intéressé par le fait que euh, on remplaçait le musée de l'objet par le musée de la parole, parce que les gens racontaient leur expérience. Ils allaient, ils disaient, moi j'ai vu ci, j'ai vu ça et autres, et finalement c'est la parole qui devenait l'élément important, et c'était peut-être une manière de faire que les gens se parlent et racontent leurs expériences. Ici, il y a quelques images en esquisse où l'on voit le ballon baleine, le camion baleine à travers différents paysages suisses à La Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds, c'est la ville natale de Le Corbusier. À Lucerne, dont la gare a été refaite par Santiago Calatrava. À Sils Maria, dans l'est de la Suisse, qui est le village où habitait Nietzsche. À Einsiedeln, où il y a une magnifique abbatiale. Et au sommet du col du Gothard, qui est un lieu de franchissement historiquement très important, parce que c'est par là que se rejoignait l'Europe du Sud avec l'Europe du Nord. C'était l'autoroute du Moyen Âge. On passait par là. Maintenant, il y a des tunnels. On passait par là pour aller effectivement commercer entre l'Italie et l'Allemagne. Voilà, c'est ailleurs, ce camion qui vient d'ailleurs et qui nous apporte un peu de savoir, un peu de rêve. Le Jardin des délices de Jérôme Bosch. Là, on est dans des projets évidemment de recherche ou tout à fait théoriques, tout à fait fictionnels. Vous connaissez certainement ce triptyque de Jérôme Bosch, donc qui date des années 1500. Euh, et il
y a quelque chose qui m'intéressait. Je vais faire un agrandissement sur ce panneau ici. Le projet s'appelle RHB, Revisiting Hieronymus Bosch, ou bien Rassemblement d'habitants banals. Si on regarde cet extrait du tableau, on voit qu'il y a de tout. Il y a des personnages qui sont des personnages dans des bulles. On voit qu'il y a des personnages oiseaux, des personnages, voilà, personnage oiseau, personnage animal. Enfin, c'est un monde étrange, hein, c'est un monde étrange, le monde. Et en même temps, ils font partie de la même société. Et moi, j'étais assez intéressé de dire, mais effectivement, toutes les différences sont finalement moteurs de fonctionnement de la société. C'est ça qui est intéressant. Peut-être que les différences, c'est ce qui est intéressant dans la société. Et peut-être que c'est intéressant aussi pour faire des projets d'architecture. Et je me suis dit, si je faisais un morceau de ville, j'imaginais un morceau de ville à l'image de Jérôme Bosch. Alors j'ai inventé 12 personnages pour lequel j'ai écrit pour chacun une petite histoire, un petit scénario, et puis j'ai fait un dessin. Alors, il y a la pianiste, il y a l'homme grenouille, la liseuse, monsieur Xerox, ici. Enfin, voilà, il y en a 12, l'homme à tout faire, et autres, voilà. Et voilà, elle est deux, trois choses qu'elle fait en même temps. Voilà, elles sont vous avez les titres ici des différents personnages. Et je me dis, mais comment et voilà, Monsieur Xerox, la liseuse, entourée de ses livres, il vit dans les livres. Et je me suis dit, d'abord, il faut organiser un système urbain. Donc, on va mettre une grille, et puis voilà, un découpage des parcelles, qui ont 13,50 m par 13,50 m. Et là-dessus, un principe d'occupation de ces parcelles, et c'est des maisons tubes. Ce qui m'intéressait dans ces maisons tubes, c'est le principe de départ, hein, c'est qu'il y a un bout du tube qui est en rapport avec la rue, donc on est en rapport avec voir, et puis il y a un tube, la partie haute, qui permet de regarder. Donc on est dans ces situations très courantes dans l'architecture, qu'on est à la fois l'observateur et l'observé. Il y a toujours peut-être un petit côté voyeur chez les architectes, et voilà, donc j'aimais ce principe-là. Et donc, à partir de ceci, j'ai commencé à dessiner les 12 maisons. Mais d'abord, j'ai fait ce schéma qui indique les règles. Enfin, les règles, c'est un peu ce que je vous ai dit, la maison tube, la parcelle, et ci et ça. Mais surtout que chacun des personnages, en fonction de ce qu'ils étaient, amenait à faire une opération d'architecture précise. Il y avait par exemple un qui voulait se protéger, donc il encercle, il construit des murs autour de son tube. Quelqu'un qui ajoute, quelqu'un qui minéralise tout son espace, quelqu'un qui s'enterre, qui va sous terre, quelqu'un qui déforme. Vous avez vu deux, trois choses que je sais d'elle, voilà, qui étaient tout déformées et autres, voilà, qui est dans la déformation et autres. Et pour chacun de ces personnages, il y avait une opération différente. Et donc, le tube et l'espace autour se transformaient en fonction de cela. Et donc, les maisons, les 12 maisons qui au départ sont parfaitement, ont les mêmes règles, ont les mêmes similitudes, ont les mêmes règles, deviennent des choses que vous pouvez voir ici, tout à fait différentes. Voilà. Vous avez 12 maisons fondamentalement différentes. Elles s'influencent les unes les autres, elles se marquent, elles se côtoient, elles s'interpénètrent par endroits et autres. Voilà. Et donc, c'est tout à coup la différence qui donne l'unité globale. Et ce principe-là urbain, pour moi, c'est un peu le récit sur la ville. C'est dans l'échange permanent que se fabrique peut-être la qualité de la ville. Autre projet, qui est en fait un projet d'un concours lauréat qui date d'il y a quelques années, qui s'appelle Le Pays des Maisons Longues, qui a donné le titre aussi à un ouvrage que j'ai écrit, qui était un concours organisé par la ville de Zurich, Wie wohnen morgen, qui veut dire comment habiterons-nous demain, et qui posait la question de manière un peu théorique, comment habiterons-nous demain? Il fallait faire un projet sur cette base-là. Et moi, j'ai un peu détourné la commande. J'aime bien détourner la commande.
toujours, c'est peut-être un peu ce qu'on trouve aussi dans le zoo des architectes. Pendant 15 jours, avant de dire, j'ai regardé les journaux. Je voyageais, toujours voyagé beaucoup en train parce que j'allais toutes les semaines de Lausanne à Paris et à Strasbourg et autres. Et donc, je lisais les journaux. Et je me suis dit, mais de quoi parlent les journaux? Et j'en ai tiré 8 thèmes qui pourraient être 8 thèmes sur la question du demain. Un, le corps prison. On est prisonnier de son corps, l'obésité croît, toute une série de choses. Babel. Il y a, disons, la société, elle est de plus en plus diversifiée. La peur généralisée, hein. On le voit notamment, toujours plus, effectivement, avec la crainte des attentats, de ce type de choses. Donc, on s'enferme. L'amour, évidemment, l'amour. Il n'y a pas que des choses négatives, hein. L'amour, c'est important. Voilà. La fin des énergies. L'effet Bilbao, c'est-à-dire cette tendance peut-être de l'architecture à se montrer plus qu'elle n'est. Le corps prothèse, les ordinateurs, les téléphones et autres, on ne sait pas si finalement nous sommes la prothèse du téléphone ou si le téléphone est notre prothèse. Et puis, alors que les énergies s'épuisent, les connaissances, elles, deviennent de plus en plus profondes et grandes. Voilà. Et je me suis dit, pour chacune de ces maisons, de ces thèmes, je vais dessiner une maison, caricaturale, bien évidemment. Et je vous montrerai un peu plus près après les maisons, chacune des maisons, mais je vais organiser ça comme un tournoi. C'est-à-dire qu'il y a les 8 thèmes ici, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est la maison corps-prison, ça, c'est la fin des énergies. Voilà. Et puis, comme dans un tournoi de tennis ou comme dans un tournoi de football, euh, euh, il y a quelque chose qui vient et qui forme un mélange, un mix un peu de ces deux choses. Donc, c'est les quarts de finale. Puis après, on arrive sur les demi-finales et on arrive au final, qui est peut-être la maison qui devrait convenir, donc qui prend en compte tous les thèmes. Alors voilà, par exemple, le corps prison ou la maison des obèses. Et la question, c'est qu'on allonge tous les parcours possibles pour effectivement faire travailler le corps, la fin des énergies, c'est-à-dire le monde des îles désertes, où chacun vit sur une petite île et donc doit rendre autonome sa petite île. Pour chacun de ces maisons, il y a un petit texte. Je vais vous lire celui-ci, ce qui est le texte d'origine. Les énergies et ressources du monde ne sont pas illimitées. On ne le sait que trop bien aujourd'hui. Le monde est comme un rescapé du naufrage, arrivé sur une île déserte dans laquelle il doit vivre avec ce qu'il trouve, le protéger, l'économiser et le faire fructifier. Chaque habitant du monde imagine sa maison comme une île déserte dépendante du point de vue énergétique uniquement d'elle-même. Bien sûr, on peut se demander si d'être seul et autonome est une meilleure solution que d'être ensemble et interdépendants, mais parfois, le prisonnier de l'île déserte n'a pas le choix. Donc, pour chacun de ces 8 maisons, j'ai écrit un petit texte de cet ordre-là, qui sont en fait pas toujours des solutions, mais qui sont aussi des questions. Je pense que peut-être poser les questions est parfois plus important que de chercher la solution. L'effet la Babel ou la maison des différences, l'effet Bilbao ou la maison branding, la peur généralisée ou les armures urbaines, où tout le monde, pour aller d'un endroit à l'autre, marche dans des couloirs fermés, c'est-à-dire qu'il est coupé du monde. Chacun a finalement un monde isolé du monde. Le corps prothèse ou les maisons périphériques, donc effectivement avec le fait qu'on ne sait pas qui est l'extension de qui. Sommes-nous l'extension de notre portable? Notre portable est-il l'extension? Notre ordinateur est-il notre extension ou sommes-nous l'extension de l'ordinateur? Question. C'est un projet qui date de 2007 ou 2008, donc ces questions 15 ans plus tard, on voit qu'elles se sont devenues peut-être encore plus fortes aujourd'hui. L'amour toujours, le Kama Sutra Hotel, l'infinitude des connaissances ou la maison taupe, c'est-à-dire comme si les connaissances creusaient comme un tunnel pour effectivement devenir
le lieu où se concentre, comme si on cherchait les connaissances absolument partout, dans la montagne, dans nos cerveaux, dans la mer, dans l'air et autres. Donc on traverse cette maison taupe, elle traverse tous les lieux pour effectivement tirer les connaissances. Puis après, on a un premier quart de finale, c'est-à-dire les maisons, le corps prison contre les îles désertes, ça donne ça. Je n'entre pas dans tous les détails, je vous laisse regarder les Altanes à visiter, c'est la maison Bilbao contre la maison des différents, contre Babel, le labyrinthe intérieur, quatrième quart de finale, le Kamatube, avec le Kama Sutra Hotel et le tube de l'infinitude des connaissances. Puis après, il y a une première demi-finale qui rassemble des choses qu'on a vues avant, une deuxième demi-finale, et on arrive à la maison finale qui est la maison longue, qui est celle-ci, où étrangement, on se dit que c'est la maison la moins intéressante, parce que finalement, elle essaye de réunir toutes les contradictions du monde. Quand je dis que c'est la moins intéressante, c'est peut-être là en soi la plus intéressante, parce qu'elle répond peut-être véritablement aux questions que l'on pourrait se poser. La moins intéressante, c'est peut-être pas c'est celle qui, par rapport au dessin que vous avez vu précédemment, elle est moins explosive en termes de, d'architecture, hein. Elle est peut-être plus, elle a un peu plus de banalité. Passion quotidienne. J'ai peut-être pas trop, je vois que le temps file et je ne vais pas trop m'attarder. J'étais juste la transformation ici dans une petite ville du Jura suisse, qui s'appelle Porrentruy, voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces typologies de maisons existantes dans le vieux village, enfin dans le centre de la ville, avec des maisons qui sont étroites tout en longueur et autres. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'était ces activités, lire sans fin, thermaliser, c'est-à-dire pour la prendre, aimer l'eau, jouer, faire du skateboard. Et je me disais, dans la même maison, on pourrait avoir, euh, c'est presque une maison soutenable finalement, parce que chacun a besoin de l'autre. Quelqu'un qui nage dans la maison, qui se fait l'homme grenouille, la lectrice qui est sur une machine avec les livres qui tournent et qui lit à haute voix et donc donne sa connaissance à tout le monde, les enfants qui jouent sur le skateboard et le visiteur ou l'étranger dont on a toujours besoin parce que l'étranger, il apporte peut-être une vision différente et qui traverse toute la maison. Cette question de la différence, vous avez compris, elle m'intéresse beaucoup à travers le projet. La question de l'expression, que la maison exprime ce que l'on est, me paraît la maison au sens large. L'architecture exprime ce qu'on est, une caractéristique qui pour moi est extrêmement importante. Mais c'est un lieu de rencontre avec toutes les contradictions qu'il peut y avoir dans ces trucs. Et donc effectivement, quand j'ai fait ce projet qui a un certain nombre d'années, je pensais, on parlait beaucoup moins de la développement durable, de la soutenabilité, et je me suis rendu compte que peut-être ce projet, il était soutenable parce que l'énergie que fait l'homme grenouille en nageant, il permet à la machine de tourner. La lectrice, en lisant à haute voix, il donne l'instruction. Les enfants, ils amènent les gens ailleurs, et l'étranger, il montre qu'il y a un dehors et que ce dehors, il est aussi important que le dedans. Voilà. Les plans, vous avez ici un peu des axonométries de ces dessins et les plans, je n'entre pas dans les détails. J'arrive au dernier projet, qui est le plus récent, qui est tout récent, il correspond au livre que je viens de publier, qui s'appelle La traversée de ma bibliothèque, où j'ai pris 43 livres dans ma bibliothèque, des romans surtout, et pour moi, les livres sont des architectures. C'est-à-dire, je pense qu'un écrivain, il réfléchit comme un architecte, il lui donne une construction. Donc, je n'ai pas voulu faire la description des lieux qui sont dans ce livre. Ce que j'ai voulu faire, c'est travailler sur la construction intellectuelle. Et, et j'ai voulu faire un grand travelling. Dans un premier temps, j'avais dessiné pour chaque livre un dessin autonome. Puis quand j'ai fait tout ça, je me suis rendu compte que c'était une mauvaise piste, parce qu'en fait, les livres, c'est Umberto Eco qui dit ça, se parlent entre eux. Et les livres, en se parlant entre eux, ben, ils se prennent, ils se donnent des choses, et tout à coup, ça devient des espaces beaucoup plus complexes. Et donc, c'est une série de 15 dessins qui se suivent.
en axonométrie comme sur un grand pont. Ça, c'est l'Odyssée d'Homère. On voit un cerveau à l'envers. Et puis après, on passe chez Calvino, euh, 100 ans de solitude de Garcia Marquez. Et il apparaît même dans ce principe, c'est que comme les livres se parlent entre eux, ils inventent de nouveaux livres. Par exemple, entre les leçons américaines de Calvino ici et les 100 ans de solitude, apparaît un livre qui n'existe pas, ou qui n'existe pas encore et qui existera peut-être, qui s'appelle Leçons de solitude. Mais comme l'architecture, finalement, fait apparaître, en travaillant sur l'architecture, on peut faire apparaître des nouveaux programmes. Et voilà, je vous passe un peu rapidement, puisque je crois que j'atteins peut-être le temps qui m'est plus ou moins imparti. Euh, euh, Trieste, Moby Dick, Bureau de tabac de Pessoa, Poème bulle de Buzzati. Voilà, et vous voyez tous ces livres. Paris ne finit jamais de Villa Matas. La montagne magique de Thomas Mann, qui est un livre un peu qui se passe en 1900, avant la guerre de 14, où les gens se réunissent dans un hôtel où ils soignent leur tuberculose, ils discutent entre eux, parfois certains meurent et autres, mais en fait on est un peu dans l'annonce de la catastrophe qui sera la guerre 14-18 et qui serait peut-être le signe de la fin du 19e siècle qui a lieu plutôt lieu en 1914 qu'avant. Les mémoires d'Adrien, de Marguerite Yourcenas, et sur la mémoire, Pasolini, Kafka sur le rivage de Murakami, Borges, qui est à la fois un livre vrai et un livre inventé. Donc en fait, il faudrait entrer Don Quichotte et Hamlet. Don Quichotte qui est dans une forme de nuage, qui est le nuage de l'imagination qu'il s'invente autour de tous les livres de chevalerie qu'il lit. Hamlet, qui est celui un peu de la dispute, de la haine permanente même. On trouve ici un fragment de la Villa Malaparte pour un livre qui s'appelle La Storia de Elsa Morante. Mille plateaux de Deleuze et Guattari, c'est un peu le livre des passages. Et puis, il y a même un livre qui n'est pas tout à fait un roman, mais qui est, pour moi, relève presque du roman et qui nous renvoie très directement à l'architecture, qui est l'autobiographie scientifique d'Aldo Rossi. Il raconte ce qui est important pour lui dans l'architecture. Donc, on trouve effectivement ce livre, Aldo Rossi. Les petits chevaux de Tarquina, Marguerite Duras. La fin de l'homme rouge de Svetana Alexievitch. Et puis un livre sur Déballe ma bibliothèque de Walter Benjamin. Pour terminer sur Espèce d'espace de Pérec, que j'imagine vous avez lu ou qu'on vous a fait lire à l'école. Et puis Ulysse de James Joyce, donc ça commence avec Homère, avec l'Odyssée d'Homère, et puis ça termine avec le Ulysse de James Joyce, donc c'est une espèce de boucle qui se truc, même s'il reste encore tellement d'autres livres, qui est le renversement de toutes les certitudes que l'on a, puisqu'effectivement, James Joyce écrit en plusieurs langues en même temps. Il démonte la composition et l'écriture, et donc c'est une explosion effectivement sur la littérature qui a complètement bouleversé peut-être la vision de l'écrit au XXe siècle. Et puis, vous avez vu que c'est un aller, on va dans un sens et on revient. Et revient, c'est plutôt des textes, chaque fois avec un petite écriture, mais c'est toujours des textes écrits à la main, donc qui font partie, effectivement, qui deviennent des dessins. C'est-à-dire que ça, c'est un dessin. Et je passe vite. Ça, c'est le livre inventé sur Aldo Rossi. J'en ai pas mis trop, hein. Il y en a 43, j'en ai mis que quelques-uns. Ça se termine ici. Voilà, sur l'Odyssée d'Homère, qui fait référence pour moi aux migrants qui meurent dans la Méditerranée ou dans la Manche. Euh, et, euh, et il y a une partie aussi qui s'appelle la bibliothèque furtive, c'est dans le sens que je pense qu'il y a des lieux tellement forts qu'il est impossible d'y lire
Alors, pour chacun d'entre eux, j'ai écrit une petite histoire. Il y a la bibliothèque de Remkoulas à Seattle. En fait, dans le livre, il n'y a pas la photo, hein. J'ai mis la photo pour que vous reconnaissiez le bâtiment. Il y a Antonio Santelli à Monfalcone. Antonio Santelli est un architecte futuriste qui a été tué à la guerre de 14-18 très jeune, mais qui était un génie du dessin, qui a inventé la ville en 1914, avant 1914. Il a inventé la ville du 21e siècle avec des aéroports dans les gares, des gares dans les aéroports, enfin tout. On voit ici quelques-uns de ses dessins. Et et j'ai fait en fait, la gare du village où il a été tué pendant la guerre de 14-18. Le musée de Sao Paulo de Nina Bobardi, qui est, je vous donne un titre, la bâtisseuse de nuages. Avant tout sur la question de la transparence, sur la question de la fluidité, qui pour moi, elle appartient un peu à un autre monde. Et puis, le château d'If d'Alexandre Dumas, à prison, dont on essaye Dumas raconte l'évasion du futur comte de Monte Cristo et à travers tous ces couloirs. Mais ce qui est peut-être important, c'est que vous voyez tous ces couloirs et dans l'histoire qu'il y a dans le livre, je dis, mais finalement, les gens ne comptent, les prisonniers ne comptent plus les, ne comptent plus les jours, mais ils comptent les couloirs qui les séparent de du moment où on va les libérer, ou du moment où ils pourront s'évader. Je termine avec deux dessins sur des choses importantes, parce que vous avez vu beaucoup de dessins. C'est un autre ouvrage que j'ai fait qui s'appelle l'abécédaire palermitain, et c'est donc un abécédaire, et le D, c'est dessin. Là, le dessin, il y a à chaque fois un petit texte et un dessin, il est en italien, parce que ça c'était fait en palermitain, mais il y a aussi le texte français. Le dessin est l'art magique du mensonge qui dit la vérité. Les mains ou les pieds du Christ qu'a peint Matthias Grunewald n'existent pas en réalité, mais ils sont terriblement vrais. Ce sont des mains et des pieds qui expriment un concept. Ils sont devenus concepts, celui de la douleur. Voilà ce que doit dessiner l'architecte, des concepts. Et esquisse, un carnet d'esquisses encore vide est magique comme un désert, bien plus plein de ce que l'on pourrait penser. Voilà. Et donc, c'est le mot de la fin et je vous invite à dessiner vos idées. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère être resté dans les temps. Voilà.